Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. L'après-midi se poursuit sur Radio Anthropocène, installé de manière exceptionnelle sur le site Truffaut, l'ancien collège Truffaut, autour des questions du climat. On a thématisé cette journée parce que, je le rappelle, c'est la semaine pour le climat. Et donc, nous avons une série de formats qui traitent de ce sujet. Pour la demi-heure qui vient, j'ai le plaisir de recevoir Gauthier Chapuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon, délégué à la végétalisation, au lien ville-campagne, à la biodiversité, à l'eau dans la ville, à la condition animale, à l'alimentation saine. C'est un programme colossal, j'ai tout cité, je crois. Et donc, je disais, vous êtes à la tête d'une délégation qui n'existait pas avant 2020 à Lyon. Et pourtant, ces enjeux sont immenses, avec notamment des problématiques de relocalisation du système alimentaire d'une ville que, je rappelle, fait plus de 500 000 habitants et qui ne comporte plus qu'un paysan intramuros, ou des questions de droit à l'alimentation et d'accessibilité alimentaire pour tous. C'est exact. C'est exact. Alors, nous sommes en 2023. Vous êtes au travail avec vos équipes depuis 3 ans maintenant. Donc c'est long, un peu plus de 3 ans. Donc c'est long et c'est court pour des enjeux aussi importants. Voilà, où vous en êtes? Alors on est au milieu finalement du mandat. Là, on est pile poil au mi-mandat. C'est vrai que la délégation comporte plein d'aspects et au final, assez logiquement, tous ces aspects-là sont très liés. Parce que quand on va parler d'alimentation, d'agriculture, de conditions animales, on va forcément parler de biodiversité, on va forcément parler d'une autre approche de construire la ville. Donc là, effectivement, on est à mi-mandat. Vous l'avez dit, c'est des sujets qui doivent se voir et se concevoir sur le long terme. Et pourtant, on peut faire des choses. Et on a déjà à notre actif des résultats dans le bilan. Pour l'alimentation, parce qu'on parle de ça en premier, depuis la rentrée scolaire 2023, on a revu le marché des crèches, donc le marché public qui sert les repas dans les crèches. Et l'année dernière, c'était la cantine scolaire. Et donc, on introduit plus de bio, plus de local, on réfléchit à des repas qui sont plus végétariens, etc. Donc, finalement, c'est des actions qui sont prises, qui vont impacter durablement, on l'espère, le système alimentaire lyonnais, puisque comme vous l'avez très bien dit, en fait, on est une ville de 520 000 habitants avec 6 hectares de terres agricoles, donc où les terres agricoles intramuros sont très très productives, ou alors il faut forcément réfléchir à ce qui se passe autour, à cette campagne environnante, et au rôle qu'a la ville de Lyon. Je dis souvent, c'est une ville qui mange finalement. On est 520 000 mangeurs, mangeuses, et donc regarder le système alimentaire par ce biais-là, par le fait que l'on consomme, et donc impacter finalement le système alimentaire grâce à ça. Donc, c'est ce que je disais, on le fait avec les crèches, on le fait avec les cantines, en changeant le cahier des charges des marchés publics, finalement. C'est le levier que l'on a de consommation pour aller vers, on a l'objectif de 100% bio, que ce soit sur les crèches, sur les cantines, sur les résidences seniors, partout en fait où l'on peut avoir la main. On peut peut-être apporter une précision à nos auditeurs, parce que les gens ne savent pas forcément quelle collectivité, quelle échelle de collectivité s'occupe de tel public. Oui. Donc la ville, c'est la question, je parle des enfants par exemple, des crèches et des écoles primaires. Tout à fait. La métropole... à les collèges. Et les lycées, c'est la région. Tout à fait. Ok, qu'on soit bien, parce que... Oui, mais vous avez raison, et c'est un peu... le principe, on va dire, dans l'alimentation, c'est que l'alimentation, finalement, souvent est une politique publique qui est entremêlée dans les couches des collectivités territoriales. Et donc, effectivement, on récupère ensuite les résidences seniors et les EHPAD, mais les collèges sont à la métropole et les lycées sont au lycée. Les lycées sont à la région. Et alors, justement, vous arrivez à discuter, je parle de ce sujet, parce qu'évidemment, il touche l'ensemble de ces collectivités, puisque tout le monde habite finalement au même endroit. Là. On parle des mêmes publics, avec la métropole et avec la région.
Alors, avec la métropole, oui. On a d'ailleurs conçu nos feuilles de route conjointement avec Jérémy Camus qui porte ces sujets-là. Il est vice-président à l'agriculture et à l'alimentation à la métropole et c'est lui qui porte ces sujets-là sur cette collectivité-là. Et donc, on a co-construit nos feuilles de route au début, en 2020, ensemble, pour qu'il y ait un parcours logique pour les enfants, que ce soit donc de la crèche à l'école, au collège. Avec la région, c'est beaucoup plus délicat et compliqué d'échanger politiquement. Voilà, on arrive de temps en temps à trouver des terrains d'entente sur le local, on va dire, la valorisation de la production locale, mais on a une oreille qui est beaucoup moins attentive quand on parle d'agriculture biologique, quand bien même c'est ça qui fera, on va dire, un territoire vraiment résilient. C'est un territoire où on produit des produits qui ne sont pas arrosés de pesticides, donc qui sont issus de l'agriculture biologique. Et donc, ce qui nous permet de faire le pont avec la question biodiversité, puisque la question biodiversité, c'est l'ensemble des vivants, dont nous d'ailleurs, souvent on se met en dehors de la question des vivants. On est l'environnement, on est les vivants aussi. Exactement. Donc cette question, et puis c'est aussi des questions de santé globale, c'est-à-dire la question alimentaire bien sûr, mais ce que l'on respire en fait partie également. Et donc, j'imagine, c'est pour ça que tout fonctionne ensemble et c'est si passionnant comme sujet. Et je reviens à la question initiale des temporalités, parce qu'il y a ce qu'on peut faire en 3 mois, ce qu'on peut faire en 3 ans, et des choses qui vont prendre 30 ans peut-être, parce que par exemple, si on veut transformer, si la collectivité peut agir sur la transformation du système agricole, par exemple, de passage à un système bio, c'est-à-dire sans intrants chimiques, ça prend du temps pour que les sols soient régénérés. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais les temporalités ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pensez que les citoyens comprennent le temps que peut prendre telle ou telle action? Les temporalités ne sont pas les mêmes. Si je reprends sur le bio et sur l'agriculture locale que l'on favorise, que l'on valorise dans nos marchés publics, pour autant, on arrive à structurer et à, on va dire, densifier quand même certaines filières. Assez rapidement finalement, parce que c'est aussi finalement le propre du vivant, c'est de se régénérer très rapidement. Donc quand on valorise ce bio et ce local, on arrive à trouver des interlocuteurs, des interlocutrices, des paysans, des paysannes qui s'engagent, voilà, et qui sont sur le territoire. Et puis on a mis en place ce qu'on appelle une commission agricole pour suivre en fait ces marchés-là, ces marchés publics, où on est en échange permanent en fait avec le monde agricole pour comprendre leurs contraintes, leur donner nos volumes pour arriver quand même sur 28 000 repas tous les jours, et bien à trouver des solutions. Voilà. Donc ça c'est pour la partie on va dire court terme, mais c'est vrai, c'est un enjeu, un enjeu éminemment long terme. Quand on parle d'agriculture biologique, quand on parle même de planter des arbres dans la ville, on sait que c'est un arbre qui va prendre 20, 30, 40 ans finalement pour avoir l'ombrage qu'aimeraient avoir les gens, surtout en période de canicule. Là, on est encore au mois d'octobre, il fait plus de 30 degrés dehors. C'est vrai que les gens aimeraient avoir des grands arbres, mais pour cela, il faut les planter. Il aurait fallu les planter il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il n'est jamais trop tard pour planter un arbre. Mais en tout cas, effectivement, ça prend du temps. C'est des politiques publiques qui sont d'ailleurs assez déconnectées finalement avec le temps de notre mandat de 6 ans. Mais c'est pas pour ça là qu'il faut pas le faire. Voilà. Donc après, les gens comprennent malgré tout. On est dans un dialogue constant. Il y a une attente qui est très forte. Il y a une urgence qui est ressentie, d'autant plus quand il fait très chaud de la part des citoyens et des citoyennes sur la nécessité en fait de transformer la ville, de la penser différemment. Malgré tout, ils sont tout à fait aptes à comprendre que transformer la ville, eh bien, ça prend du temps et qu'un arbre doit prendre des années avant de pousser. Oui, surtout que je crois savoir qu'une des problématiques qu'on observe à peu près partout, pas que ici à Lyon, c'est qu'on a eu, en toute logique, tendance, quand on décidait de planter des grandes espèces, en particulier, de les choisir dans notre écosystème local, pour poursuivre, on va dire, une tradition que l'on connaissait
sait. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte, du fait du réchauffement global, qui atterrit localement, qu'en réalité, il faudrait aller chercher des espèces bien plus sudistes, qui ont l'habitude d'être dans un stress hydrique plus constant, et depuis longtemps, et depuis sa naissance, vous parliez de grandes espèces, pour qu'elles puissent vivre ici, aujourd'hui, à Lyon. Oui. Et aujourd'hui, demain, à Lyon. Exactement. En fait, on a une ville qui a plus de 2000 ans d'histoire. Nous, notre objectif en tant que politique, notre petit objectif, c'est de se dire que l'on plante des graines qui permettront aux générations futures de continuer à vivre cette ville de Lyon. Parce qu'avec l'emballement du réchauffement climatique, là, l'objectif, il est l'habitabilité de notre ville dans 20, 30, 40 ans. Et le sujet du coup des arbres et des espèces que l'on plante est au cœur de cette problématique-là. Pour autant, on essaye de travailler des espèces qui, effectivement, vont pouvoir supporter les stress hydriques et les chaleurs extrêmes, à la fois en termes d'amplitude, donc de durée de chaleur, et à la fois au niveau des pics de chaleur qu'il pourrait y avoir, comme on a vécu sur la deuxième quinzaine d'août cette année. Pour autant, ça ne nous amène pas forcément à planter des cactus et des oliviers ou des palmiers, dans le sens où on a besoin d'arbres qui évapotranspirent. On a besoin d'arbres en fait qui ne gardent pas forcément leur eau. C'est ça qui rafraîchit la ville. C'est les grands arbres, c'est ce qu'on appelle des strates, donc des niveaux plus petits d'arbustes, etc. Et puis c'est la pleine terre. Mais tout ça, il faut que ça puisse évapotranspirer pour rafraîchir la ville. Donc il y a un juste équilibre en fait à avoir en fonction de là où on est, en fonction de la qualité du sol, en fonction de tout ça, qui ne nous amène pas forcément à planter des espèces qui anticipent finalement trop le climat qu'il va y avoir demain, pour que ces arbres permettent de libérer leur humidité et puis faire clim naturel dans une ville qui fait très chaude, où il fait très chaud. Donc, par exemple, on va privilégier des espèces comme le micocoulier, qui se retrouve en Corse, qui se retrouve aujourd'hui à Montpellier ou à Marseille, et qui pour autant est un arbre qui transpire et qui permet de créer cette fraîcheur-là. Voilà, donc c'est cet équilibre-là. On a, avec l'aide des services de la direction de la biodiversité de la nature en ville, on a revu en fait l'intégralité de la palette végétale que l'on plante dans la ville de Lyon. On travaille, on a la chance à Lyon d'avoir un jardin botanique. C'est un peu historique. Il y en a une histoire horticole qui est très riche à Lyon et du coup des compétences qui sont absolument fabuleuses. Et on travaille avec ce jardin botanique justement à retrouver des graines, des espèces locales qui peuvent résister à ces températures-là et qui permettent la clim naturelle, comme je le disais plus tôt. Et puis on a aussi un centre horticole. Encore une fois, on est finalement pleinement résilient à Lyon au niveau de la municipalité. Un centre qui permet de produire des espèces nous-mêmes, de les faire pousser, parce qu'on sait qu'un arbre qui va passer de pépinière en pépinière au travers l'Europe, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui malheureusement. Il va avoir beaucoup moins de chances de survie parce qu'il est comme nous finalement quand il se met dans un environnement différent. Plus il est vieux, plus il est difficile de s'adapter à l'environnement. C'est vraiment comme nous. Et donc, plus on plante jeune et plus on s'adapte à notre environnement naturel jeune, et plus l'arbre va pouvoir tenir et être résilient. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire finalement de la graine jusqu'à l'arbre adulte. Jusqu'à l'arbre adulte. Et donc, pour planter ces arbres déjà suffisamment grands, alors je ne sais pas quel est l'âge, si c'est une trentaine d'années, 25 ans, à quel moment il faut de la pleine terre. Tout à fait. Donc, et la pleine terre et la ville, c'est souvent contre-intuitif, sauf évidemment dans des secteurs de type parc ou des berges ou des choses comme ça qu'on a beaucoup à Lyon. Et donc, il y a cette mesure qui va dans ce sens pour différentes raisons, qui est le fait de ne pas artificialiser le sol. Et donc, pour aussi répondre à d'autres problématiques, qui est celle de loger des gens et de plus en plus compliqué de se loger dans des villes déjà denses comme Lyon, pas qu'à Lyon, mais déjà denses. On propose de densifier. Alors densifier souvent, c'est-à-dire en rajoutant des étages à l'existant quand c'est possible, au cas par cas. Enfin, on est dans la sur-mesure. Mais quand je réfléchis à la réversibilité possible de la partie la plus dense de Lyon, je vois qu'en effet, son sol est déjà extrêmement occupé. Et je ne parle pas que d'archéologie, mais si je prends la presqu'île de Lyon, qui fait partie des secteurs denses et les plus visités et les plus sollicités d'une certaine manière, son sol, si je faisais une
un carottage, et j'aurais des parkings, je ne sais pas, sous la place Louis Pradel, sous la place Bellecour, sous la place des Cordeliers, enfin bon, j'en cite, voilà, mais j'ai aussi du métro. C'est très habité un sol, et pas que avec de la biodiversité, en tout cas une grande diversité, c'est très occupé par nous, mais pas forcément par l'ensemble des vivants. Comment on fait quand on a ces injonctions, cet héritage du passé qui n'est pas qu'un héritage d'un patrimoine qu'on voudrait, qui nous raconterait notre histoire, mais qui est extrêmement récent, qui fait partie de notre histoire et qui est très plébiscité par une partie des citoyens. Tout à fait. Et je rajoute même donc 2 contraintes, voilà, pour avoir l'intégralité des problématiques de planter dans une ville. La contrainte des balmes. Aujourd'hui, à Lyon, enfin, on a des collines qui font que ce qu'on appelle des balmes, donc des endroits où en fait il faut faire attention à où l'eau s'infiltre et peut se réinfiltrer quand on désimperméabilise, parce que ça fait comme une éponge, finalement ça peut se regonfler et déstabiliser des fondations des immeubles qui sont dessus. C'est la première autre contrainte. Vous avez parlé effectivement de la contrainte archéologique et puis ABF, finalement Architectes des Bâtiments de France, parce que notre ville est aussi classée à l'UNESCO. Et puis l'autre contrainte, c'est les réseaux. Au-delà des métros, il y a également des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz qui explosent de temps en temps, qui sont sous les trottoirs, qui sont sous la chaussée. Pour autant, il est tout à fait possible de planter en ville et de densifier la partie végétale de la ville. À la fois sur, on va dire, l'espace public, la rue, les trottoirs, et à la fois, j'y reviendrai dans un second temps, sur la partie, on va dire, plutôt urbaniste, là où les logements sont. Sur la première partie, c'est tout un travail que l'on mène avec la métropole de Lyon. Alors, cette fois-ci, c'est un autre vice-président que je vais citer, c'est Pierre Athanase, qui est vice-président à l'environnement à la métropole de Lyon. Et avec lequel on travaille finalement à la revégétalisation de l'espace public. Et bien sûr, il y a plein de contraintes, mais il y a aussi plein de solutions. Il y a plein de solutions avec l'objectif que l'on a de replanter en pleine terre, parce que comme vous l'avez dit, c'est ça qui est le plus résilient. Planter en bac, planter en pot, finalement, nécessite de l'arrosage, contraint la plante, et il n'est pas du tout résilient pour ce que l'on cherche, à la fois la fraîcheur et l'ombrage des grands arbres. J'ai souvenir d'une très grande blague qui avait été opérée avec de l'argent public par l'ancien maire de Lyon, avec des très gros pots comme ça, rués de la Rio, qui n'ont pas tenu l'été, je crois. Non, voilà. Du coup, ça, c'est parfait comme contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est des bacs qui ne sont pas reliés à la pleine terre. Donc, nous, on y arrive. Voilà, c'est un travail de tous les jours. Et puis après, il y a le plan d'urbanisme où on remet des coefficients de pleine terre pour les personnes qui construisent, etc. Et ces deux aspects-là, c'est deux faces d'une même pièce, finalement, de repenser la construction de la ville, nous permettent de regagner de la pleine terre aujourd'hui. Alors, c'est 3 hectares qui ont été regagnés depuis le début du mandat, en net. C'est-à-dire que contrairement à un président de région qui refuse de voir la crise climatique, nous, à Lyon, on le fait, et on le fait d'autant plus que l'on revient sur du net. Donc, on regagne de la pleine terre en plein cœur de la métropole, la ville-centre qu'est la ville de Lyon. Donc oui, c'est possible. Il faut juste du courage et de la volonté politique. Et finalement, écoutez les gens, puisque les gens, c'est ce qu'ils veulent. Les habitants, les habitantes de la ville de Lyon, ils veulent de la pleine terre, ils veulent des arbres, ils veulent des arbustes, ils veulent une ville qui soit habitable encore dans 20-30 ans. Est-ce qu'on peut dire, il nous reste quelques minutes, comme l'écrivait Rémi Janin dans un titre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle La ville agricole, qu'il avait édité chez Openfield en 2017. C'est un paysagiste, Rémi Janin, associé à son frère d'ailleurs, Pierre Janin, avec l'agence Fabrique, que vous connaissez peut-être, que l'agriculture vit une révolution urbaine sans précédent, traduisant un changement de civilisation profond, sans doute aussi conséquent que celui qui s'est produit au néolithique. C'est-à-dire, il y a 12 000 ans, on est quand même... voilà. Donc, je rappelle, le néolithique, c'est la période de sédentarisation et de création, justement, de l'agriculture. Oui. Donc, je rappelle qu'en Europe, il y a moins de 4% de la population vit directement de l'agriculture, et à l'échelle mondiale, la population est, depuis quelques années, majoritairement urbaine, et vous la connaissez, vous êtes au contact avec elle. Et donc, on peut se poser la question de savoir...
d'abord, jusqu'où va la ville ? Il y a évidemment ses limites administratives, la ville de Lyon, mais en effet, la quantité de nourriture nécessaire, je veux dire, même si tant est, allez, rêvons un peu que l'ensemble des habitants achetaient au marché, voilà, admettons, on a des calculs savants là-dessus sur combien d'hectares seraient nécessaires pour nourrir avec des légumes et des fruits de saison, etc. Cette ville de Lyon, finalement, s'étend à un territoire relativement vaste, et c'est intéressant de travailler à cette échelle-là, parce qu'en réalité, c'est à cette échelle. Et donc, je vois bien la possibilité qui vous est offerte, en effet, avec l'engagement politique de la métropole de Lyon, qui travaille sur ces territoires, mais qui est déjà sur un territoire très anthropisé, très urbanisé, peut-être pas dans les mêmes densités que dans la ville de Lyon elle-même. Et cette difficulté que vous auriez sûrement avec justement la région, mais peut-être pas avec d'autres collectivités. Je pense, je ne sais pas, à Saint-Étienne Métropole, je pense à d'autres territoires voisins, pour le moins beaucoup moins urbanisés, avec lesquels il y a quelque chose à construire. Tout à fait. Alors, à moi de citer un autre livre qui s'appelle Le ventre des villes, de Caroline Steele, qui est une géographe de formation, et qui retrace justement l'histoire de la construction de la ville, la naissance du mot campagne, d'ailleurs, au moment de la sédentarisation des hommes et des femmes, et qui explique comment, finalement, on en est venu à avoir ces villes-là. Voilà, des villes où les campagnes sont de plus en plus lointaines, puisque le pétrole, le gaz, enfin les énergies fossiles permettaient finalement d'éloigner la production agricole, de la densifier ailleurs et puis de la faire venir par des moyens de transport carbonés, et puis également tous des systèmes de chaîne du froid. Voilà. Donc c'est un livre qui est passionnant parce qu'il explique comment finalement on a cassé notre résilience alimentaire grâce aux énergies fossiles. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on doit se poser la question de se dire comment faire, et ce que vous dites est très vrai, repenser finalement notre lien avec la campagne, repenser notre interdépendance réellement avec ces territoires qui produisent. Pour vous répondre, il y a des leviers en fait au niveau de la commune que l'on peut déclencher en termes de partenariat avec d'autres collectivités et en soi avec d'autres communes. C'est ce que l'on essaie de travailler à la ville de Lyon, c'est ce que l'on fait. Alors on appelle ça des jumelages. Voilà. On va chercher des villes, des communes en ruralité autour de Lyon, avec lesquelles on peut nouer des contrats de vraiment d'interdépendance, en disant c'est pas parce qu'on est à 520 000 habitants et puis que vous en avez 2000, 3000 que en fait on n'est pas deux villes égales à égales et qu'on peut pas s'entraider. Vous avez la possibilité de produire de l'alimentation, on a de quoi la manger, mais il y a une interdépendance aussi qui se crée, avec le fait que des villes plus grosses comme Lyon ont une ingénierie sur des directions financières, sur des directions administratives, que ces villes de taille plus petite n'auront pas forcément. Donc voilà ce que l'on fait. En fait, on renoue des contacts de ville à ville, de commune à commune. Alors bien sûr orienté sur le système alimentaire, puisque on va dire c'est l'axe privilégié, et puis c'est ce que l'on cherche, la résilience alimentaire, mais pas que. Donc oui, on peut trouver des échos dans ces villes rurales. Moi, j'ai horreur d'opposer urbain et rural. En fait, on est tous dans le même bateau, on est tous sur la même planète, voilà. Et on a un destin qui est complètement lié. Et d'ailleurs, quand on parle de problématiques avec des personnes qui vivent plutôt dans la ruralité, on se rend compte qu'elles vivent le changement climatique de la même manière que nous, dans la chair, au niveau de l'urbain. Donc voilà, donc on est en capacité de le faire, on le fait au niveau de la ville de Lyon. Après, on a la chance quand même à Lyon, c'est d'avoir quand même une campagne qui est à proximité et qui est très, très vite diversifiée. On a gardé quand même une production alimentaire, que ce soit dans l'Ain avec la pisciculture, dans l'Est avec la plaine céréalière, dans les Monts d'Or avec le maraîchage, l'élevage aussi qui est très présent dans le Rhône. Voilà, donc on a quand même un lien qui est gardé quand même avec cette campagne environnante et que l'on va renforcer sur ce mandat-là, c'est tout l'objectif. L'agro-climatologue Serge Zaka, qui documente les interactions justement entre les perturbations climatiques et l'agriculture, interroge l'adaptation de notre agriculture parce qu'on a une inconnue
une inconnue qui n'est pas celle des perturbations climatiques. Les scientifiques sont suffisamment nombreux. Il y a un consensus mondial sur cette question-là. Puis, je pense que les citoyens aujourd'hui sont touchés directement. Par contre, l'inconnu, c'est la rapidité, c'est l'accélération. Exactement. Ça, on ne sait pas comment nous et l'ensemble des espèces animales et végétales, on est capable de s'adapter à ça. Dans les pistes qui voient, donc il y a la question de l'introduction de nouvelles espèces dont on a parlé tout à l'heure, et puis il voit aussi quand même une piste génétique pour aider l'adaptation des écosystèmes et des arbres. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, sinon commencé à travailler cette question de la piste génétique? Pour les aider, en fait. Oui, tout à fait. On travaille avec... donc, j'ai parlé du jardin botanique, en fait, qui travaille les graines, donc qui travaille finalement la semence et directement liée à la génétique. Et on travaille également avec le CRBA, qui est le Centre de ressources en botanique appliquée, qui, pareil, a une banque de semences sur lequel on travaille sur, alors je dirais, à la fois l'aspect horticole comestible ou d'ailleurs adapté pour les villes. Autres que comestibles, les arbres, etc. Donc oui, on y travaille et on y travaille à la fois dans la ville, sur la plantation que l'on fait en ville, et à la fois avec des partenariats de maraîchage ou d'agriculteurs et agricultrices pour la nourriture qui serait produite. Voilà. On était avec eux début septembre parce qu'ils sont rentrés dans une phase où maintenant, au-delà de la semence et de la qualité, on va dire, génétique des semences, en ce qui concerne tout ce qui est comestible, il faut bien que ça passe par les palais et que ça plaise, qu'il y ait du goût. Donc là, ils sont dans cette phase-là maintenant de faire tester à des chefs les produits pour voir après comment ils pourraient les donner à des agriculteurs et agricultrices pour qu'ils le déploie plus largement dans des récoltes qui pourraient servir, pourquoi pas, qui la crèche ou qui la restauration scolaire. Oui, ce très beau centre de recherche qui est installé à Charly, tout à fait. Dans les monts du Lyonnais. Qui a une ferme semencière. Tout à fait, et qui s'appuie sur ce très très belle collaboration avec Vavilov à Saint-Pétersbourg, qui a la chance d'avoir une des rares banques de semences, mais qui ont été récoltées et conservées avant les intrants chimiques, c'est-à-dire avant la deuxième, en tout cas l'après-deuxième guerre mondiale, donc ça c'est juste formidable. Écoutez, on pourrait passer l'après-midi, c'est un sujet merveilleux, je vous remercie, et puis je vous souhaite avec plaisir. Bon courage pour cette politique en direction d'une transition à la fois nourricière, environnementale et urbaine. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.